j'ai une première question pour toi, Philippe Marlière. Tu définis la xénobiologie comme, d'une certaine manière, un art du vivant. Mais en même temps, cette xénobiologie que tu vas définir, elle répond à une problématique majeure de notre époque. Quelle est cette problématique ? Bien, en fait, comme c'était très intéressant d'entendre la présentation sur le biomimétisme tout à l'heure, parce que effectivement, nous sommes le produit de l'évolution. Tout ce qui existe autour de nous est le produit de l'évolution, tel qu'on comprend l'évolution. Puis maintenant, on voit qu'on peut mettre notre grain de sel là-dedans et puis peut-être pousser ça un cran plus loin. Mais en fait, les options, il y a des options radicalement différentes qui sont concevables du point de vue du chimiste quand on considère la vie. Quand on considère la vie de manière non sentimentale, c'est-à-dire composée d'atomes, avec des connexions d'atomes, etc. Et c'était, je dirais, il était confiné à la chimie jusqu'à présent de faire des molécules dont on n'a absolument aucun exemple dans le vivant. En soi, c'est intéressant, c'était une forme d'art. Comme tu le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, il a fallu des trésors d'inspiration et des trésors d'inspiration artistique, je dirais, chez des grands chimistes comme Émile Fischer, etc. Et puis là, on est arrivé au stage, je dirais, c'est exactement la charnière 20e, 21e siècle. On est arrivé au moment où la biologie, la biotechnologie, la xénobiologie est devenue la poursuite de la chimie par d'autres moyens dans le vivant même, en réécrivant la structure même du vivant, exactement comme on réécrit la structure des molécules chimiques, comme tout à l'heure Casper nous a expliqué qu'il faisait des molécules qui pouvaient capter la lumière, etc. Et c'est ce qui se passe, et donc je dirais que cette discipline-là présente un intérêt en soi. En soi, il est intéressant de produire des formes alternatives de vie dont on est sûr que, premièrement, on est sûr qu'elles n'existent pas sur Terre, on peut être très raisonnablement sûr qu'elles n'ont pas existé. Et peut-être que d'ailleurs la frontière philosophique, pour le coup, de ça, ce serait dont on pourrait être sûr que la sélection naturelle, c'est-à-dire la physique toute seule, ne parviendrait pas à les produire. Mais alors, si on revient aujourd'hui et maintenant très concrètement, parce que ça c'est la vision peut-être artistique de la discipline, mais si on revient très concrètement à notre problématique actuelle, à quoi répond la xénobiologie comme problématique ? Elle répond à la question qui a été abordée à multiples reprises aujourd'hui, qui est la question la fameuse question du malthusianisme. C'est-à-dire que l'humanité est en prolifération exponentielle. Elle va atteindre 10 milliards d'individus vers 2050. Sans doute, on n'ira pas à 10 puissance 11, 100 milliards d'individus. On n'ira pas en gardant l'humanité telle qu'elle est. Et donc, de toute manière, on est amené à aimer les OGM, à s'en servir, à produire nos aliments, notre chimie, sans doute des vecteurs énergétiques, suivant des modes de construction chimique qui sont aujourd'hui seulement explorés par les chimistes. Et pour que ce soit à la fois renouvelable et rentable et composable avec la nature, il faudra que ce soit les organismes eux-mêmes qui soient construits autrement. Et on a plusieurs options quand même face à cette démographie galopante. Quelles sont les options que nous avons ? Ouais, il y en a 4. Elles sont, je crois que celle que je viens d'évoquer là, c'est sans doute la moins pénible. La première, ce serait de juguler la fertilité humaine ou de réduire l'effectif de la population humaine. Donc on sait qu'il y a quelques régimes politiques qui se sont occupés de ça et qui ont laissé de très mauvais souvenirs. Je ne crois pas qu'il y ait de régime qui actuellement prétendent faire ça. Donc la deuxième option a été aussi abordée aujourd'hui, puisqu'il s'agirait on continue notre prolifération exponentielle vers les astres, d'accord ? Mais les options, moi je suis pas aussi, bien sûr, à long terme on peut être extrêmement optimiste, mais à court terme et à moyen terme, disons qu'on n'a pas beaucoup d'options dans le système solaire. Si on parle bien sûr d'aller au-delà du système solaire, il faudra des moyens de propulsion qui nous échappent encore. Il faudra peut-être qu'on se propage sous forme d'information pure et qu'on soit réincarné dans des cerveaux imprimés. Voilà, j'en sais rien. Donc, mais on est très très loin des options techniques, etc. La troisième façon de faire, elle a été émise sans rigoler et elle va dans le sens du transhumanisme dont on parlait tout à l'heure. Il y a des gens très sérieux, des bioéthiciens, toujours dans le monde anglo-saxon, je fais remarquer. Enfin, en tout cas, sinon anglo-saxon, en tout cas pas en Europe continentale où on fait beaucoup plus attention à ces avancées-là. Et il y a des gens qui ont carrément proposé des bioéthiciens de réduire la taille humaine, puisque quand je disais tout à l'heure qu'on ne sera jamais 100 milliards d'humains sur Terre, ça dépend de la taille qu'on a. Si on est grand comme des poulets, vous savez qu'à chaque fois qu'on diminue d'un facteur alpha, on gagne en masse, en biomasse alpha au cube. Donc tout ça, c'est pas dégueulasse. Donc faudrait peut-être. Il y a des gens qui ont carrément. Alors évidemment, on va avoir des gros problèmes à ce moment-là si on veut rester. Si on veut garder nos capacités intellectuelles avec la taille des poulets, je sais qu'il y a
les grandes controverses. Tout ça, c'est très très intéressant, très amusant. Mais disons qu'on n'a pas les options techniques. Et la dernière, c'est de domestiquer, c'est de faire une enclave génétique, en fait, pour parler simplement. C'est de se dire qu'il va falloir qu'on domestique vraiment, disons, les êtres vivants à des fins de bioproduction, à des fins de production chimique, énergétique, comme je disais tout à l'heure. Et si on fait ça, ben, les OGM à côté, c'est vraiment l'apéritif, quoi. Les apéricubes du truc. Donc il va falloir refaire ça en grande, d'abord à grande échelle, mais le prototypage existe, hein. Tout indique qu'on peut aller dans cette direction-là sans fatiguer. Philippe, est-ce que tu peux définir ce qu'est la xénobiologie? On essaie de comprendre de quoi tu parles. De quoi on parle? La xénobiologie, c'est l'étude, l'évolution dirigée, l'exploitation industrielle de tout organisme qui n'a pas été fabriqué par la sélection naturelle. D'accord, et qui ne correspondent pas justement au biomimétisme. Donc par exemple, pour prendre juste la question essentielle d'avoir une... Aujourd'hui, on a une biodiversité artificielle autour de nous. Hein. Quand on considère un charolais c'est blanc, ça a des très jolis romsteaks, c'est pas un auroch, donc on a déjà déformé la matière vivante. Mais on ne l'a pas reprogrammé en profondeur, parce qu'on est juste touché aux muscles. Hein. Mais si on veut vraiment atteindre notre objectif, il va falloir reprogrammer la chimie en entier, c'est-à-dire introduire de nouveaux catalyseurs, par exemple, qui ont cours dans la chimie industrielle, in vivo. Ça se fait, hein. Il y a des prototypes, évidemment, je ne vais pas vous fatiguer avec... Mais alors, concrètement, encore une fois, l'ADN, il est composé de quels éléments chimiques? Exactement. Et le degré ultime de ça, c'est exactement ça, c'est d'aller dans l'ADN lui-même. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'idée de la tour de Babel. Pourquoi? Parce que si on commence, mettons qu'on fasse des humains, prenons pas le cas des humains, mais prenons le cas des charolais déjà. Je crois que j'avais lu quelque part que pour les espèces sauvages pour lesquelles il y a une branche domestiquée, le loup par exemple, il n'y a plus un seul loup sauvage sur Terre. Il faut le savoir, parce que tous les loups, tous les coyotes et toutes les canidés en fait se remélangent avec les chiens qu'on a domestiqués pendant quand même des dizaines de milliers d'années, et donc en fait il y a ce qu'on appelle un pool génique qui va dans la nature. Et ça c'est un problème qu'on a avec toutes les plantes cultivées, etc., qui sont bien sûr issues d'espèces sauvages. Donc on est confronté, si on se dit qu'on va faire une biodiversité vraiment artificielle, alors on ne veut pas qu'elle envahisse les océans si on commence à bricoler des microalgues ou la forêt amazonienne, etc. Donc il va falloir nécessairement qu'on construise une tour de Babel pour que les langages génétiques ne communiquent plus. D'accord, c'est-à-dire que l'information génétique qui sera véhiculée dans l'hérédité de certaines plantes, par exemple, ou dans certaines bactéries, pour commencer, eh bien, n'aille pas se mélanger avec les bactéries qui sont dans l'herbe. Okay, et ça suppose, quand on y réfléchit de manière un peu formelle, d'aller changer la structure chimique proprement dite du matériel héréditaire, c'est-à-dire des acides nucléiques. Et la grande surprise, je dirais depuis 2000, c'est que quand les chimistes se sont mis à fabriquer des alternatives, et qu'on s'est mis à les utiliser, par exemple, pour aller transférer de l'information génétique dans des vrais êtres vivants comme vous et moi, des bactéries en l'occurrence, ben ça a marché. C'est-à-dire que, en fait, et c'est ça, je voulais revenir là-dessus, parce que il faut pas, à la fois, il ne faut pas qu'on soit piégé dans une espèce d'illusion naturaliste qui dirait que tout ce qui est concevable a été essayé par la nature. C'est absolument certainement pas vrai. Mais la deuxième chose, c'est que construire des alternatives à tout ce qu'on connaît dans le vivant, c'est facile. Les chimistes, maintenant, il faut être chimiste aujourd'hui quand on a 20 ans, hein, parce que c'est les chimistes organiciens, parce que là, on a un jeu complètement ouvert et qui va nous amener à des espèces synthétiques dont on espère, et dont il faudra garantir qu'ils ne se mélangent pas à toute la création. Et donc, c'est ce que tu me disais, les espèces synthétiques en question pourraient avoir un ADN qui n'est pas l'ADN ATGC, ouais, mais peut-être avec plus de lettres que ça. Exactement. Ou même d'autres lettres. Exactement. Donc en fait, là, je crois qu'il y a 2 mois, il a été publié un article très important par le groupe de Steve Benner en Floride, qui a fait un jeu d'ADN avec 8 lettres au lieu de 4. Donc, pas dans des organismes vivants, hein, in vitro, mais il est arrivé à montrer qu'on pouvait propager de l'information comme ça à partir. Il a doublé l'alphabet d'un seul coup. Ça lui a pris 30 ans de carrière, mais il est arrivé à faire ses composants et à les composer. Il a montré que l'hérédité se propageait dans ces systèmes-là. Et le papier s'appelle Hashimoji, ce qui veut dire 8 lettres en japonais. Donc c'est vraiment un landmark paper, comme on dit. Et puis, bien sûr, ce qu'on a fait in vivo jusqu'à présent, c'est beaucoup plus modeste. Mais je citerai une expérience qui a cours aujourd'hui à Évry,
dans laquelle on a remplacé, ça sera trop compliqué aujourd'hui d'essayer d'ajouter des bases à un organisme, l'organisme qui est le plus étudié, qui s'appelle Escherichia coli, dans lequel on a remplacé une des lettres par un ersatz. D'accord ? Je vous passe sur les détails, mais on a maintenu en culture cette bactérie en lui disant tu ne peux dans l'alphabet A, C, G, T, tu n'as plus de T, tu as un X, mais c'est un X un peu écrit en cyrillique, hein, et dedans il y a du chlore. Et il arrive à se faufiler, se mettre à la place du T. On a adapté ces bactéries-là à utiliser cette lettre qui n'a jamais été dans l'ADN depuis 4 milliards d'années. Et en fait, quand vous posez la question, a priori, on ne savait pas combien de temps ça allait prendre pour s'acclimater à ça. La réponse, c'est 4 mois, 5 mois. C'est pas 4 millions d'années. D'accord ? Et ensuite, une fois qu'on est arrivé là, donc elle était quand même pas en très bon état, on s'est dit on va jamais arrêter cette culture. Pourquoi ? Parce qu'elle s'adapte à un composant qui est complètement surnaturel. Enfin, surnaturel, on se comprend, hein, qui est chimiquement complètement déviant de tout ce qui est connu dans le vivant. Et donc, on va la voir s'adapter à ça. Donc là, elle a fait 30 000 générations. Et en fait, on voit que le nombre de mutations est absolument faramineux. Donc, c'est facile, voilà. Mais ça veut dire qu'on est en train de créer une deuxième nature. C'est une nouvelle biodiversité. Oui. Et on peut en créer autant qu'on veut comme ça, en fonction des lettres qu'on choisit. Ah, bien sûr, moi je voulais faire une manip que comprendrait ma mère. Donc j'ai dit, si on change un truc compliqué, un enzyme, etc., mais si on change une base dans l'ADN, tout le monde comprend que si les bases n'ont pas changé pendant 4 milliards d'années, si on arrive à le faire facilement, c'est que la vie est beaucoup plus plastique du point de vue de sa constitution chimique. Mais il y a comme ça 1 millier de composants chimiques qu'on peut changer, on peut les combiner, et puis on peut en ajouter, c'est beaucoup plus intéressant d'en ajouter d'ailleurs. Donc c'est une biodiversité, c'est une seconde nature qui est en train d'apparaître. Je dirais dans 12 ou 15 labos. Alors, j'ai une dernière question avant de laisser la parole au public, parce que je pense qu'on va avoir pas mal de questions sur le sujet. Pour l'instant, ce que tu décris, ce sont des nouvelles formes de vie qui ont été pensées par l'humain. Ouais, c'est ça. Mais si demain on couple ça avec l'intelligence artificielle, comment ça se passe ? Ben oui, bien sûr, parce que en fait, on ne peut pas se fier simplement à notre inspiration. Quand on voit déjà comment du texte artificiel ou des œuvres d'art maintenant sont produites par des machines, ça ne correspond pas à ce qu'on aurait prédit qu'elle ferait. Hein, maintenant, je lis qu'il y a des nouvelles ouvertures aux jeux d'échecs et aux jeux de Go qui viennent de Alpha 0, etc. Donc ça va être exactement la même chose dans la conception des molécules biologiques, puisque, pour reprendre tout à l'heure les nouvelles paires de bases, ça a été un tour de force incroyable. Ce qu'a fait Benner, comme je disais, ça lui a pris 30 ans de dessiner, parce que le niveau de contraintes, le nombre de contraintes qu'il y a là-dedans est considérable, et ils ont fait ça à tâtons, d'accord ? Donc il est clair que la xénobiologie attend le renfort du raisonnement automatique et des algorithmes. Est-ce qu'il y a une limite à ça quand même à poser, Philippe ? Est-ce qu'il y a une limite à l'évolution ? Oui, le hasard ? Non, il est constitutif de l'évolution. Ça dépend. Est-ce qu'il y a une limite à la programmation ? Sans doute non. Puisque, non, mais est-ce qu'il y a une limite éthique à poser à cette... Pardon. Comme j'ai dit tout à l'heure, je crois, mais j'ai essayé de... Moi, je pense qu'il faut sanctuariser l'humanité. C'est-à-dire, je pense qu'il faut qu'on se dise qu'on a beaucoup de... Comme c'est facile, ce sera d'autant plus tentant d'appliquer ça à l'humanité elle-même. Mais je ne sais plus qui disait, je crois que c'était Tom Wolfe qui disait « Dog cannot understand dog ». Donc en fait, il faut qu'on se dise que de toute manière, ce qu'on estime à long terme dans la programmation qu'on pourrait avoir du devenir chimique de l'humanité, ce que c'est que le bonheur de l'humanité, il y a un truc, sans doute quelque chose une difficulté logique là-dedans, et sans doute on ne peut pas le programmer, et peut-être ne faut-il pas le programmer, ça c'est une question très importante, et en tout cas, si c'est à l'intérieur de notre espèce, disons, avec lesquelles... au sein de laquelle on se reproduit, il est clair qu'on ne va pas pouvoir laisser des gens prendre l'initiative comme ça. Hein. Je cite toujours l'exemple il y avait un projet de gens qui voulaient faire de la spécialisation des molécules qui se reconnaissent entre spermatozoïdes et ovocytes, de manière à faire une spéciation dans l'humanité, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut laisser l'initiative à des gens, ce qui est faisable, hein, quel était le but ? Le but, c'était d'avoir le but, c'était, par exemple, d'envoyer sa fille dans une boîte de nuit et d'être sûr qu'elle n'allait pas être fécondée par le commun des mortels. Parce qu'elle ne serait pas de la même espèce. Oui, parce que la fécondation ne marcherait plus.
Donc on pourrait avoir contingenté la reconnaissance, la reconnaissance des gamètes, qui est très bien comprise. Je vais vous laisser un peu la parole là, parce que... Est-ce que vous avez des questions? J'imagine, j'en suis certain. Où est la box? Ouais, vas-y. Je l'ai, je commence. Tout à l'heure, il y a une oratrice qui disait un biolaser, est-ce que mon compagnon en a besoin? La question, je vous la pose, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Parce que, ok, alors on va faire des nouveaux OGM, on va planter des arbres qui sont un meilleur puits de carbone, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Et puis, pardon, mais du coup, parce que vous l'avez évoqué, ceci va forcément déborder sur l'humanité et va aboutir au résultat inverse que celui dont vous débattiez tout à l'heure. Oui, j'en ai peur. Je pense, pour répondre d'abord à votre dernière question, je pense que je suis du côté de on the wrong side of history, comme on dit là-bas. Je pense qu'effectivement... je fais partie du dernier cercle des Mohicans. Je pense qu'effectivement, ces techniques-là, même les techniques telles qu'elles existent, passeront dans l'humanité. Il y a déjà un Human Artificial Chromosome qu'on peut charger comme du MP4. Aujourd'hui, ça existe, avec lequel... bon. Mais pour revenir à la question, c'est quelle est l'utilité? Je pense que dans les bioproductions, c'est-à-dire la chimie renouvelable, passera nécessairement par les OGM. Je crois que le CEO de BASF... il avait dit au début de ce siècle, il avait dit en 2010, 10% des molécules sont bioproduites, et en 2090, ce sera 90%. Et tout ça, il faudra le programmer. Donc tout ce qui ira dans le sens de la facilitation de la programmation chimique dans le vivant sera favorisé par le marché. Juste pour une question pour clarifier, en fait, parce que je ne suis pas certain d'avoir complètement compris. Est-ce que, parce que vous dites qu'on sort de l'évolution, alors est-ce que vous parlez de création de vivants ex nihilo avec de la chimie, ou est-ce que ce sont des hacks sur des organismes qui ont subi des milliards d'années d'évolution? Tout à fait. Merci de me faire préciser ça. C'est un point très essentiel. Je parle souvent de chimie post-biotique, c'est-à-dire que le vivant existe. Et en fait, c'est exactement ça, c'est du hacking génétique, si vous voulez, pour en prendre le contrôle et le faire se construire lui-même différemment. Donc c'est vraiment ça. Par contre, il y a un très petit nombre de laboratoires. Ça a été beaucoup moins vite qu'on espérait, je dirais, qu'on l'espérait dans les années 90 et tout ça, de refaire du vivant, comme vous disiez, à partir d'ingrédients chimiques purs, ou mettre du parabiotique, c'est-à-dire lancer des lignées vivantes, par exemple, qui se reproduiraient dans des solvants. Alors, il y a un ensemble, il y a pas mal de laboratoires qui travaillent là-dessus, ce qu'on appelle synthetic cell et tout ça, pour avoir des entités qui prolifèrent, mais qui ne soient pas exactement vivantes ou faites autrement. Ça n'a pas abouti. Pas encore, ça n'a pas abouti. Autre question ? Alors là, tout d'un coup, le transhumanisme, en fait, c'est un peu la péricube, là. Je pensais avoir tout imaginé, ou quand on lit Luc Ferry, où il explique effectivement qu'on aura potentiellement dans un siècle 2 espèces humaines, une qui sera évoluée parce qu'on aura les moyens de devenir plus intelligent, plus grand, plus fort. Alors là, créé ex nihilo, on voit que déjà l'humain, alors peut-être qu'il évoluera, il sera peut-être plus intelligent, a du mal à se débarrasser de choses assez simples. Quand on va introduire des choses complexes, c'est quoi la contre-mesure quelque part où la partie, on va dire, je parle pas de la partie éthique ou régulation, la partie technologique qui va permettre de réguler ça. Est-ce que quelque part, dans ces génomes, il y a un bouton off? Je sais pas. C'est la première chose, tout à fait. C'est la première chose à laquelle on travaille. C'est vraiment, on appelle ça le confinement nutritionnel, si vous voulez. C'est de faire en sorte que ces organismes dépendent d'ingrédients. Mettons une des bases là, la base dont je parlais tout à l'heure. Il faut la donner à l'organisme. À partir du moment où il est devenu complètement accro à cette base, ce qui est le cas au passage, il ne le trouvera pas dans la nature. Alors, par contre, l'expérience qu'on a faite, elle est faite avec une molécule qui est trop simple. Si on laissait toute la biodiversité terrestre en train de conquérir ça, essayer de faire cette base-là, elle y arriverait. Donc là, il y a toute une réflexion qui vise à faire des xénovitamines dont par exemple, il n'y a pas de... Dans la nature, il y a beaucoup de silicium autour de nous, il y en a énormément, c'est un des composants
très répandue de la croûte terrestre, mais il n'y a pas de liaison carbone-silicium dans le vivant, aucune connue. Donc c'est trop dur pour le vivant, il ne l'a pas trouvé. Mais est-ce qu'il ne va pas évoluer? Est-ce qu'il ne va pas lui aussi évoluer pour se passer? On a vu il y a 2 ans, c'était le blob là, qui n'aimait pas le sel ou le sucre, je ne sais pas quoi. Ça c'est fastoche ça. Ouais, mais ça c'est pour illustrer. Est-ce que finalement il ne va pas évoluer lui aussi? On a évolué, Non, mais c'est une vraie question parce qu'on sait qu'en biologie, les virus évoluent plus vite que les systèmes immunitaires. Est-ce qu'on n'est pas face à ce risque-là? On est au cœur du réacteur là, mais c'est tout à fait ça parce que, comme il a été dit tout à l'heure dans le talk sur le biomimétisme, pratiquement toutes les niches possibles et imaginables où il y a de l'eau liquide ont été colonisées par le vivant, d'accord? Donc là, c'est pour ça qu'il faut aller au cœur de la construction. Parce que ce qu'on sait, c'est qu'il y a certains types de réactions chimiques que nous maîtrisons parfaitement. Par exemple, quand on dit on fait des silicones, on sait très bien faire de la chimie carbone-silicium. On en fait des dizaines de milliers de tonnes tous les ans. Mais il n'y en a pas dans le vivant. Et c'est pour ça qu'on introduira des choses que nous savons faire. Mais je ne dis pas que ça va marcher, je ne dis pas, ce serait présomptueux de dire que la nature ne va pas trouver, mais on va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Et puis il faudra surtout, et c'est pour ça qu'il faudra faire appel d'ailleurs à l'industrie, ça va être de définir effectivement ce que c'est que le risque d'émergence d'une solution qui contrecarrerait nos précautions. Une autre question. Ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est la faiblesse du démiurge. C'est-à-dire que c'est complètement démiurgien, ces deux interventions, et en même temps, il y a des questions fondamentales sur où est-ce que ça nous amène. On est complètement dépassé. Et je suis frappé par les enjeux que ça peut représenter et par les dérives inévitables que vous pointez vous-même. Et donc c'est ce paradoxe, c'est tout ce que je voulais dire. Non, je crois qu'il y a eu exactement le même genre d'interrogation au moment de l'éruption du nucléaire dans l'histoire humaine. Hein. C'était exactement la même chose. Je crois qu'on est face à quelque chose de même ampleur. Peut-être, j'ai volé le micro. Par rapport, pour revenir, vous disiez tout à l'heure que c'était probablement cette option-là une des meilleures solutions par rapport au surpeuplement de la planète. Du coup, ce serait quoi un peu pour vous l'application phare qui peut nous sauver dans une bonne utilisation de la xénobiologie qui nous sortirait un peu du... Je vais y aller fort. Hein. Allons-y. Ouais. Là, vous savez, quand on dit déjà que pas mal. On dit que le grand problème du carbone dans l'atmosphère et tout ça, en fait, quand on regarde la Terre en ce moment, au moment où le CO2... en fait, il y a eu le GIEC qui a été étonné que la planète verdisse. Mais il fallait s'y attendre. C'est clair que s'il y a plus de CO2 disponible dans l'atmosphère, le CO2 va être fixé. Mieux, il y en aura plus. Bon. En fait, ce qui est limitant pour la fixation du CO2, c'est la fixation de l'azote. Ce qu'on appelle la fixation de l'azote dans le vivant, qui est très inefficace. C'est-à-dire que si on donne ça à des ingénieurs maintenant, d'ailleurs ils l'ont refait, ils ne feront pas comme ça du tout. Donc en fait, il y a une limitation exactement comme ce dont on parlait tout à l'heure pour carbone-silicium. L'élément azote est très mal appréhendé dans le vivant. Si du jour au lendemain, vous créez un mode de fixation de l'azote qui soit plus efficace que la fixation... Je crois que 20% de l'azote fixé sur Terre est fait par l'homme, par la chimie. Hein. La moitié de l'humanité doit sa vie à la fabrication d'ammoniac. D'accord ? C'est pas rien. Hein. C'est-à-dire qu'on n'aime pas la chimie, mais s'il n'y avait pas de chimie, on n'aurait jamais atteint l'effectif qu'on a. C'est dû entièrement à la chimie et au procédé Haber-Bosch, 1913. Ils ont fait ça pour faire des explosifs, au passage. Après, ils se sont aperçus qu'on pouvait faire des engrais. Maintenant, si on met dans le vivant un procédé qui soit aussi révolutionnaire que Haber-Bosch, à l'époque, on règle la question du CO2 pratiquement overnight. Puisque la limitation de la fixation du CO2 aujourd'hui, c'est la fixation de l'azote. Mais de l'azote, il y en a autant que vous voulez dans l'air. Donc et d'ailleurs, voyez les risques qu'il y aurait de prolifération. Imaginons qu'on crée une fixation libre en présence d'oxygène. C'est ça la difficulté. Hein. Parce qu'il faut qu'il n'y ait pas d'oxygène pour que l'azote soit fixé. Si un procédé de fixation de l'azote en présence d'oxygène apparaissait, ça change la couleur de la planète. Pas overnight, mais donc en fait, même des options, quand on entend le fatalisme généralisé qu'il y a actuellement,
Moi, je pense que au cours de toute son histoire, l'humanité s'est dit, ok, au lieu de regarder ça exactement comme ce qui va de soi, la science, c'est de considérer ce qui ne va pas de soi. Et à chaque fois qu'elle l'a fait, elle a complètement changé les procédés de fabrication. Elle nous a amené le bien-être qu'on a, qui va du téléphone portable à la télé-réalité, tout ce que vous voulez. Et ça s'est fait en se demandant comment on va faire des choses qui ne vont pas de soi. Et la fixation de l'azote, c'est là-dessus que j'investirais si je voulais m'occuper du CO2. Mais je ne suis pas aux manettes.